Donc bonjour et de nouveau pour ceux qui étaient déjà avec nous à nos côtés ce matin pour le webinaire de 13 heures. Je m'appelle toujours Géraldine Selesian, directrice marketing et communication chez Daveo. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce deuxième webinaire de la journée, mais pour le 9e et dernier webinaire d'Avril Agile. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. On termine par ce qui pourrait être le début pour certains d'entre vous qui seraient novices dans l'agilité avec un webinaire « Osez vous lancer dans l'agilité » avec le Rex d'Alexandre au nom un brin provocateur et évocateur. J'ai fait l'agile avec des inconnus. Un temps sera consacré aux questions-réponses en fin de webinaire, donc faites-vous plaisir et n'oubliez pas, il n'y a pas de questions bêtes. J'en profite pour féliciter Alexandre Bienvenu, Scrum Master chez Daveo, qui a démarré au début de la crise sanitaire lors du premier confinement en animant certains de nos webinaires en interne et qui aujourd'hui se propose spontanément et avec envie pour animer des webinaires ouverts à l'externe. Donc, bravo à toi, Alexandre. Et il sera accompagné de Marc Marliot. Ai-je vraiment besoin de le présenter? Head of Agile and Product chez Daveo. Alors, pour la dernière fois, avant l'année prochaine, Avril Agile, c'est quoi? Eh bien, une série d'événements. Il y en a plusieurs d'entre vous qui ont suivi une bonne partie de cette série, d'ailleurs, d'événements. Donc, la création, c'était il y a 2 ans, avec un objectif, transmettre notre passion pour l'agilité, simple mais efficace. Et ce, tous les jeudis du mois d'avril, à 13 h et 17 h. Et cette année, c'était donc 9 webinaires. Sachez d'ailleurs que tous les webinaires sont disponibles en replay sur notre site internet daveo.fr dans l'onglet « Publications ». Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Daveo, mais vous devez être une poignée, nous sommes donc un cabinet de conseil en management et technologie avec 4 offres, l'agilité bien entendu, l'offre product et technologie and cloud. Alors, on a 320 collaborateurs dans 5 agences en France. Et en fin de webinaire, nous vous proposerons pour ceux qui ne l'ont pas encore lu et qui le souhaiteraient, le livre blanc, justement avec nos contributeurs collaborateurs en interne sur l'agilité en remote. Et sans plus attendre, je propose à Marc Marliot et Alexandre Bienvenu de nous rejoindre. En attendant, je vous mets ce petit slide de questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet dédié et liker celles qui vous intéressent le plus. Et nos speakers se feront un plaisir d'y répondre. Alexandre, Marc, c'est à vous. Alors, nos speakers, attends, t'es bien gentil, c'est Alexandre qui va faire tout le boulot, c'est lui qui s'est proposé. Moi, je ne suis que le Head of Agile et Product, comme tu le dis si bien. Je vais commencer par te remercier, Géraldine, pour ces introductions récurrentes, pour l'organisation derrière. J'en profite, c'est le dernier. Un grand merci à Mathieu et Cyril de nous avoir donné l'opportunité de faire ça. Mais sans plus attendre, parce que vous n'êtes pas encore là pour les merci, Alexandre qui va nous parler de j'ai fait de l'agilité avec des inconnus, un sujet sombre, un sujet complexe et un sujet sur lequel je lui laisse toute la parole. Et puis comme d'habitude, après, il y aura des questions, donc n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions. Je me ferai un plaisir de les relayer à Alexandre. Soyez provocateur, s'il vous plaît, c'est la dernière. Allez, ciao, merci Alexandre. Bonjour à tous, merci Géraldine pour cette magnifique introduction et merci Marc pour avoir rappelé les règles de ce petit webinaire qui sera le dernier du coup d'Avril Agile. Alors pour la dernière, moi je voulais vous parler d'un Rex un petit peu particulier. Je voulais vous dire que je vous avoue déjà un secret que j'ai fait l'agile avec des inconnus pendant l'année 2020 qui s'est avérée être très surprenante pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça a été mon année 2020 ? Alors déjà, moi, il faut savoir que je suis arrivé chez Daveo en janvier 2020, du coup en tant que Scrum Master, mais je préfère me présenter comme Agile Master au sens un petit peu plus large, j'y reviendrai. Et je suis super content en janvier 2020 parce que j'arrive et on me trouve directement une super mission. Donc je suis très content d'y arriver. Et en fait, j'ai des projets plein la tête. En plus, j'adore les années paires. Je me dis 2020, je le sens bien, il va se passer des choses super. Bon, manque de peau, coup dur pour le joueur français, c'est que le Covid est passé par là, pour moi, mais aussi pour plein d'autres. Et du coup, ma mission est arrêtée plus vite presque qu'elle n'a commencé. Et s'ensuit un long confinement qui a animé beaucoup de choses dans ma vie pro et perso, mais qui a surtout
qui a surtout impacté bon nombre de nos entreprises, bon nombre de nos missions, etc., etc. C'est vrai qu'à ce moment-là, on accuse un petit peu le coup et on dit bonjour au Covid en se disant, bah voilà. Donc moi, finalement, au tout début, du coup, là, on se reprojette un petit peu. On est à la mi-mars. Je me dis, bon, mon année, elle commence pas forcément comme prévu. Du coup, je suis d'abord en intercontrat, puis chômage partiel. Bon, c'est cool au début. J'ai le temps de faire tout mon ménage, de faire mon jardin, repeindre mon cabanon, tout ça. Mais au bout d'une dizaine de jours, on se dit, là, il va falloir commencer à se trouver une occupation. Si possible, progresser, du coup, en ayant un réel investissement de ce temps-là, puis tant qu'à faire, prendre un petit peu de plaisir quand même, malgré ces temps un petit peu troubles, qui, je vous rappelle, au tout début du Covid, on ne savait pas trop ce que c'était, etc. On ne savait pas trop combien de temps le Covid allait durer. Et c'est vrai que beaucoup de questions, mais on se dit, voilà, c'est du temps, je veux l'investir. Et moi, j'étais vraiment dans cette optique-là. Du coup, la première étape de mon confinement, c'était, bah voilà, je vais investir mon temps, je vais essayer de trouver une bonne idée, et on verra ce que ça donne par la suite. Donc, progresser. Donc, il y a vraiment 3 notions que moi, j'ai essayé de porter sur un projet perso parce que j'avais du temps. Du coup, le progrès, donc progresser à la fois techniquement, sur l'agilité au sens large, pour progresser aussi dans mon métier de Scrum Master, que je fais depuis 3 ans, mais voilà, je considère que j'ai encore plein de choses à apprendre là-dessus. La notion de plaisir, quand même un petit peu, parce que on se retrouve tous à la maison, c'est un peu un nouveau monde qu'on est en train de découvrir et qu'on découvre encore un petit peu aujourd'hui, mine de rien. Et voilà, je me dis, bah, c'est l'occasion de faire un petit projet sympa. C'est pas tout le temps dans la vie qu'on nous offre X semaines pour évoluer sur un projet perso avec des moyens des moyens temporels en tout cas presque illimités. Je le savais pas encore, mais ils étaient presque illimités à ce moment-là. Et je me replonge en fait un petit peu dans mes souvenirs d'enfance et je me rappelle d'un jeu dont moi j'ai joué quand j'étais assez petit quand même. Je devais avoir une bonne dizaine d'années, donc ça commence à dater il y a environ 15 ans. Et je me rappelle que quand j'étais petit, je jouais à un jeu qui s'appelait Tennis Web Tour. Alors grosso modo, je vous la fais assez rapide. C'est Football Manager, mais version tennis et sur Internet, du coup en multijoueur. Donc le principe, il est très simple en fait. C'est on venait s'inscrire, on créait un joueur de tennis, virtuel bien sûr, donc on choisissait le nom, etc. On choisissait ses caractéristiques et on pouvait aller jouer les tournois, du coup les vrais tournois, du coup Roland Garros, les Wimbledon, etc. Alors je ne sais pas s'il y a des spécialistes de tennis dans l'assemblée, mais il y avait vraiment un aspect très, très réel, très immersif qui permettait de rentrer en fait dans vraiment la peau d'un entraîneur, du coup d'une joueuse et d'un joueur. Donc je repense à ça et je me dis, c'est vrai que c'était quand même sympa. En plus, moi, j'y ai pas joué très longtemps. Il faut savoir que c'est un jeu où il y avait environ 200 joueurs. Du coup, c'est quand même une belle petite communauté, sans être non plus un jeu qui est extrêmement très, 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 très populaire. Et je me dis, bah voilà, je vais essayer de faire ça. En tout cas, là, j'ai peut-être une semaine, un mois, un an, je ne sais pas trop combien de temps j'ai, mais je me lance le défi, entre guillemets, donc, dans un premier temps, vraiment un défi perso. Me dire, voilà, je vais essayer de monter quelque chose qui ressemble à ça. Donc on arrive sur la phase de réalisation entre guillemets. Sauf que moi en fait il y a un petit problème, c'est que j'y connais pas grand chose en technique en fait. Moi je suis Scrum Master du coup comme je le disais, du coup à l'époque ça faisait 2 ans que je faisais ce rôle-là. Alors bien que je suis ancien développeur, je suis vraiment sorti de la technique et du coup je sens vite en essayant de commencer à développer ce jeu que ça va être compliqué parce que j'ai un petit peu perdu mes automatismes. Du coup, en fait, là, je demande aux personnes que je côtoie à Davos de leur dire, voilà, en fait, je vais les voir et je leur dis, voilà, si je devais me former sur une technologie, qu'est-ce que tu me conseillerais? Toi qui as un petit peu la connaissance du marché, etc. Donc, les gens à qui j'ai demandé ça se reconnaîtront. Voilà, du coup, j'identifie une technologie, du coup, Angular TypeScript pour ne pas la citer. Et je me dis, bah voilà, je vais essayer de me former et puis on verra ce que ça donne. C'était un peu en mode no prise de tête. Du coup, ça me fait des journées bien remplies, mais en même temps, ça m'occupe. Je me dis, voilà, je suis au chômage partiel, certes, mais je vais pouvoir progresser aussi sur des choses que je n'ai pas forcément l'habitude de côtoyer dans mon métier de Scrum Master de tous les jours. Et malgré toute ma bonne volonté, j'en ai vraiment mis. Et en fait, il y a déjà des premiers blocages qui arrivent. Donc, pas forcément des blocages techniques, bien que j'en ai eu. Et j'ai aussi posé beaucoup de questions aux personnes expertes à DAVO sur ces technos-là. Mais en fait, je vois déjà des premiers blocages
fonctionnels. Je vais les appeler fonctionnels. Je me dis, OK, mais pour coder un jeu comme ça, voilà, il va vraiment falloir trouver des règles qui tiennent la route. Parce que le but, voilà, c'est de monter quelque chose de viable. Et je veux pas faire ça, je veux pas faire quelque chose de bancal. Du coup, mon but, je me dis, je me rends à l'évidence, je me dis, je vais pas y arriver tout seul. En tout cas, sur la partie règles fonctionnelles, etc., calcul de simulation de match, etc., etc. Donc, je décide en fait tout simplement de faire un appel à un ami. Et je décide de retrouver des gens qui ont joué au jeu il y a 15 ans. Donc, en fait, je retrouve 2 personnes. Alors, du coup, Stéphane et David, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. J'aurais adoré les avoir sur scène avec moi, ça aurait été vraiment très sympa. Mais bon, ils ont aussi une vie et un boulot, malheureusement. Du coup, donc en fait, je reprends contact avec eux, je leur explique très simplement mon idée, du coup, de faire revivre ce jeu qui s'est arrêté, en fait, brutalement, entre guillemets, pour la communauté de joueurs, il y a une bonne dizaine d'années, en fait. Donc, ces gens-là ont encore souvenir de ce jeu, ils se disent, ah bah, c'est vrai que c'était sympa, et c'est vrai que ce serait bien de le revoir un jour, en fait. Et en fait, là, sans m'en rendre vraiment compte, en fait, il y a déjà une équipe agile qui est née. J'y reviendrai juste après. Mais il y a un hic, en fait. Ces personnes-là sont très motivées. Ils ont envie de voir le projet aboutir, mais ils ne sont pas informaticiens et ils sont encore moins agilistes. Du coup, c'est vrai que quand j'y repense maintenant, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre de se lancer dans un projet comme ça avec des personnes qui n'y connaissent, pour ainsi dire, pas grand-chose. Mais voilà, dans un projet, il n'y a pas que la partie technique, il y a aussi la partie réflexion. Finalement, en fait, moi, je les ai vus vraiment comme des personnes du métier, des personnes très fonctionnelles, des personnes expertes dans ce domaine-là, qui se sont révélées d'ailleurs vraiment expertes sur ce point de vue-là. Du coup, vraiment deux anciens joueurs de ce jeu, donc on a dû se croiser il y a une quinzaine d'années, virtuellement, bien sûr. C'est surtout 2 passionnés et c'est 2 personnes qui accrochent vraiment à mon projet perso. Eux-mêmes se retrouvent au chômage partiel. Du coup, pour info, ils sont contrôleurs à la SNCF et professeurs des écoles. Du coup, plus d'écoles, etc. Donc, en fait, on se retrouve à 3 personnes autour d'un projet et on se dit, ça peut quand même être sympa de faire tout ça ensemble. Et c'est là qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie d'agilité qui se mettait en place, mais sans forcer, en fait. Moi, je leur ai pas dit, allez, on va fonctionner en Scrum, en Kanban, tout ça. Rien de tout ça n'est arrivé, mais je me suis quand même dit qu'on allait pousser l'agilité, en fait, assez naturellement. Parce qu'en fait, alors, pour moi, ma définition de l'agilité, c'est vraiment évoluer dans un monde complexe, encore plus en mars-avril 2020, où le monde est encore plus complexe qu'aujourd'hui. Mais on a aussi plein d'incertitudes. Et c'est aussi, ça fait partie... en tout cas, c'est une des choses qui définissent pour moi l'agilité. C'est un monde complexe, plein d'incertitudes. La première incertitude qu'on a, c'est le temps qu'on va pouvoir allouer à ce projet qui est d'une part ambitieux, parce qu'en fait, on ne sait pas combien de temps on va pouvoir le faire. Alors, avec du recul, je ne sais pas si c'est de la naïveté ou pas, mais en tout cas, moi, je me dis, alors là, on est le 1er avril 2020, je pense, à peu près. Je me dis, ben oui, je vais retrouver une mission assez rapidement, il n'y a pas de souci. En tant que Scrum Master, il y aura des besoins, etc. Du coup, je me dis, voilà, ça tombe, j'ai qu'une semaine, 2, 3 semaines, 1 mois à faire ce jeu-là. En tout cas, à coder ce jeu-là, à investir du temps dans ce jeu-là. Et je préviens d'ailleurs mes coéquipiers, mes tout jeunes coéquipiers à ce moment-là, je leur dis, voilà, moi, je commence à coder ce truc-là, mais ça tombe dans 2 semaines, je vais avoir beaucoup moins de temps à y consacrer. Mais c'est quand même quelque chose que j'aimerais faire perdurer dans l'avenir. Voilà. Déjà des incertitudes, mais quand même une volonté forte d'aller de l'avant. Et en fait, je me rends compte qu'on devient on devient assez rapidement pluridisciplinaire dans le sens où on a tous notre spécialité, entre guillemets. Donc moi, effectivement, même si c'est pas mon rôle dans mes missions au jour le jour, je suis vraiment plus sur la partie technique, tant bien que mal. David se retrouve plus à l'écriture des règles, ou vraiment la partie vraiment fonctionnelle. Et Stéphane se retrouve lui sur la partie test. Du coup, on a mis en place des choses vraiment très basiques, donc rien de très très poussé, mais des choses qui répondaient à notre besoin d'aller chercher un début de projet, en tout cas pour répondre à notre besoin. Donc aussi bien techniquement et fonctionnellement, on s'y retrouve en fait. Et alors là, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris. En fait, eux-mêmes ont vraiment poussé une approche très verticale de la chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je répète pratiquement quotidiennement dans mes missions en tant que Scrum Master. L'approche verticale des choses, c'est vraiment livrer quelque chose de
quelque chose de visuel, quelque chose de fonctionnel. On pourrait presque l'assimiler à une notion de MVP. Mais en fait, eux-mêmes poussent cette approche verticale-là en se disant peut-être qu'on n'a qu'une semaine ou 2 semaines, on va vraiment faire un tout petit morceau, mais qui va fonctionner, plutôt que vouloir commencer à tout coder du coup. Alors, pour ceux qui connaissent le tennis dans la vie réelle, on veut forcément faire le circuit de simple, le circuit de double, la Coupe Davis, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses à coder, mais ils disent, voilà, on préfère juste réussir à simuler un match pour l'instant, et après, on verra au fur et à mesure. Donc ça, c'est des choses qui me disaient, voilà, je suis peut-être finalement, avec les vrais agilistes du projet, c'est peut-être eux finalement, alors que finalement, quand moi je leur dis agile, ça leur évoque pas grand-chose. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et en fait, on constate qu'on a des premiers résultats assez rapides, mais c'est surtout itératif et incrémental. Donc en fait, la première chose, je me souviens, notre première victoire, c'était de pouvoir simuler un match entre 2 joueurs virtuels. Du coup, 2 joueurs virtuels avec 2 niveaux virtuels, juste un entier, du coup, je sais pas, le joueur 1 qui a un niveau de 500 et le joueur 2 qui a un niveau de 600, juste simuler ce match-là et simuler un score de tennis, en fait. Du coup, on a commencé par là, c'était notre première victoire. Je me souviens, on était sur Facebook Messenger un soir. On s'est dit, voilà, on arrive à simuler un match de tennis sur ce projet-là. Et ainsi de suite, on a réussi à aller un petit peu plus loin, un petit peu à chaque fois. Donc, on a fait un match, on a fait un tournoi. Moi, j'ai commencé à gérer les classements. On a pu commencer à tester des choses de plus en plus viables au fur et à mesure. Rapidement, on s'est dit, voilà, ça commence quand même à avoir de la gueule, ce truc-là. On arrive à simuler finalement toute une année tennistique, du coup, de l'Open d'Australie à l'US Open, encore une fois pour les connaisseurs. Mais on arrivait vraiment à simuler l'intégralité d'un truc. Et là, il y a quand même quelque chose qui se dit, voilà, est-ce qu'on peut vraiment commencer à sortir ce jeu, à reconvoquer la communauté qui a du coup une bonne dizaine d'années maintenant? Est-ce qu'on va réussir à les réinvestir dans le projet, etc., etc. Et c'est vraiment des choses qu'on a poussées par la suite. On s'est vraiment dit, en fait, c'est un projet qui est fait par les joueurs, pour les joueurs. Du coup, en fait, alors, Stéphane, en l'occurrence, avait encore des contacts de cette communauté-là qui sont devenus des amis à lui. Et de fil en aiguille, on a réussi à récupérer environ une 60aine de joueurs pour le début. Du coup, tous ensemble, on a décidé de les impliquer. Et moi, le premier, je leur ai dit, bah voilà, ce développement, ce jeu-là, je fais, alors, bien sûr pour moi, parce que ça m'évoque des choses. C'est un projet perso qui me tenait à cœur. Ça me permet de progresser aussi. Mais je veux également aussi vous impliquer, parce que finalement, vous êtes un peu les clients de ce jeu-là, et c'est comme ça qu'on va réussir à faire grandir le jeu au fur et à mesure. Donc l'implication de la future communauté qui fait des choix sur le nom, par exemple, des choix sur les règles, donc on les a vraiment impliqués. Donc voilà, je ne vais pas jusqu'à dire qu'on faisait du refinement avec eux, du coup, des écritures d'US et tout ça, parce que je leur ai jamais parlé d'US, je leur ai jamais parlé de KPI, etc. Mais je les ai impliqués pour faire des choix et s'impliquer dans le jeu. Jusqu'au moment où, en fait, j'ai pu dire à la communauté, du coup, là, on était, je pense, je sais pas, le 10 juin 2020, je leur ai dit, bah voilà, là, actuellement, avec notre approche verticale qu'on a menée depuis le début, c'est super important parce qu'on n'a pas vu le jeu par couche en disant, voilà, on fait toute la base de données, après on fera tout le front, on fera tout le back, et après on fera les choses. J'ai dit, voilà, moi, je prends que les tournois les plus simples, un système d'inscription très très simple qui vous permet de vous inscrire, d'entraîner vos joueurs avec un formulaire tout bidon, en fait, avec des différentes caractéristiques, service, retour, coup droit, etc. Mais en appliquant cette démarche verticale-là et cette approche verticale-là, en fait, en 2 mois, on s'est dit, bah voilà, on peut déjà faire une saison 1 très minimaliste. Du coup, on s'est dit, bah en fait, mettons ça en production, convoquons les gens, et en fait, en jouant vite à ce jeu-là, on va apprendre vite de ce qu'on peut améliorer et des éventuelles erreurs qu'on a fait. Et là, c'est vraiment un précepte vraiment très agile qu'on retrouve ici, c'est on va pas tout livrer à la fin, parce que peut-être que les besoins vont changer, etc. On va livrer juste un petit morceau et on va voir ce qui se passe. Et là, c'était vraiment la démarche, et ce qui me surprend encore plus, c'était vraiment une démarche que Stéphane et David ont poussée avec moi, sans jamais avoir entendu parler d'agilité, encore plus. Donc voilà, on se retrouve en juin 2020, et du coup, le jeu, en l'occurrence, s'appelle Tennis Web Manager, et on fait une saison 1 qui est très, 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 très minimaliste, mais en fait qui fonctionne. Et à ma grande surprise, le bouche à oreille commence à fonctionner. On a environ 80 à y jouer en début de la saison 1. Et en fait, on apprend. Alors forcément, au début,
Il y a quelques petites anomalies, mais rien de très, très grave. Mais moi, surtout, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de feedback et des feedbacks qui sont réels. Parce que je le rappelle, les joueurs, en fait, c'est nos clients. C'est nous qui avons créé le jeu, mais les vrais clients de ça, c'est vraiment les joueurs à ce jeu. Du coup, on a plein de feedback. Et un peu comme comme si on faisait une démonstration à un client sur un produit qui fonctionne en Scrum, en fait. Hein. On convoque le client, il nous fait des retours. Là, en fait, les feedbacks, je me rends compte que j'en ai du matin au soir, tous les jours, parce que les gens avaient une vraie envie de voir ce jeu renaître de ses cendres un petit peu quelques années après. Du coup, du feedback, j'en ai beaucoup et j'ai des bons feedbacks. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant pour la suite. Alors, si on se dit aujourd'hui, on en est où du coup? Alors, le jeu existe encore. Aujourd'hui, il y a 125 joueurs qui sont inscrits, actifs sur Tennis One Manager. Et au fur et à mesure, on livre. Du coup, en fait, là, on est vraiment rentré dans une boucle d'amélioration continue, mais du coup, plus à grande échelle. Alors, j'anticipe une éventuelle prochaine question. J'ai retrouvé une mission, du coup, depuis fin novembre. Mais ça m'empêche pas alors avec un temps bien sûr qui a amoindri, de livrer des nouvelles fonctionnalités. Du coup, là, on est au milieu de la saison 2, donc une évolution certaine de la saison 1, et bientôt une saison 3 qui est en préparation. Bon, malgré tout, moi, je suis pas très... Alors, moi, je suis inscrit à mon propre jeu, je suis pas très fort, je suis 75e sur 125, c'est pas terrible, mais ça, c'est vraiment secondaire. Et aujourd'hui, en fait, on a une vraie communauté qui génère des idées, je dirais même trop d'idées. En fait, là, sur les 125, on va dire qu'il y a un pool de 30-40 personnes qui sont vraiment très impliquées et qui ont des idées vraiment très farfelues, très profondes, etc. Du coup, voilà. En fait, là, actuellement, il y a un trop plein d'idées et là, en fait, on va venir piocher vraiment les idées les plus impactantes pour la communauté. Donc, en fait, si je reprends un peu l'intégralité, on a un backlog parce que le backlog, il est alimenté par la communauté, d'accord? Il est trié par la communauté parce que c'est eux qui vont voter, entre guillemets, pour les choses qui eux-mêmes jugent que ça va apporter beaucoup de valeur à ce jeu. On a des cycles... Alors, c'est pas forcément des cycles courts, mais en tout cas, c'est des cycles rapides, je dirais, parce que, en fait, chaque saison, du coup, qui dure entre 4 et 6 mois, grosso modo, vont permettre de développer des choses et d'améliorer le jeu au fur et à mesure, même si on a des petites évolutions aussi en cours de saison. Du coup, là, finalement, on retrouve vraiment tous les préceptes agiles qui font l'agilité aujourd'hui, et c'est vraiment des choses que moi, j'essaie de pousser au quotidien sur mes différentes missions. Une fois posé ce constat-là, il y a quand même quelque chose, moi, qui m'a... et c'est du coup l'objet de la presse d'aujourd'hui, c'est comment ça se fait que 2 inconnus qui ne connaissent rien à l'agilité se révèlent être beaucoup plus agiles que des soi-disant développeurs agiles sur les missions que moi je vois au quotidien. Alors, bien sûr, je ne fais pas de généralité. Il y a des personnes qui sont très agiles sur les missions que j'ai pu effectuer. Mais il y a quand même un phénomène qui est un peu bizarre, c'est que je me dis, eux n'y connaissaient rien, pourquoi ils le sont beaucoup plus que la plupart des gens que je côtoie au quotidien. Du coup, c'était vraiment ma question, et j'y ai réfléchi. Je me suis dit, déjà, il y a un objectif qui est clair. Pour Stéphane et David, et pour moi d'ailleurs, ça vaut aussi pour moi, il y avait vraiment un objectif qui était clair. En fait, on avait une cible, on savait où on voulait aller, et ça fait la grosse différence. Moi, sur mes missions, j'ai déjà rencontré des développeurs qui n'étaient pas motivés, ça vous est sûrement déjà arrivé aussi. Je pense qu'il faut vraiment se poser la question, et c'est vraiment ma conviction personnelle. S'ils ne sont pas motivés, est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un objectif clair derrière? Je prends un exemple tout bête. Moi, j'ai connu un développeur sur une mission en journée pour faire ses user stories, ses tâches de développement. On sentait qu'il fallait pousser un petit peu, fallait un petit peu le motiver parce que de lui-même, il n'arrivait pas trop à se motiver. Et le midi, quand il nous montrait ses jeux vidéo, il était super motivé. Quelle est la différence entre les deux? C'est que le midi, quand il nous montre son jeu vidéo, il est impliqué. Pourquoi il est impliqué? Parce qu'il y a un objectif clair, le jeu, il est clair, etc. S'il fait ses US sans y voir un objectif clair pour lui et pour les personnes dans le contexte où il évolue, il est peut-être là, le hic. Donc ça, c'est ma conviction personnelle. Vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, moi, je pense qu'avoir un objectif clair sur un projet, objectif clair et défini, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. La deuxième chose, c'est qu'on avait des vrais feedbacks.
Alors, comme je vous ai dit, j'ai été Scrum Master sur plusieurs missions. Malheureusement, j'ai participé à énormément de démonstrations démonstrations du coup du logiciel ou du site web qu'on était en train de développer à des clients où on n'avait pas de feedback en fait. On montrait ce qu'on avait fait, on était en attente de retour et en fait on n'en avait pas. Et c'est vrai que si on n'en a pas, ça veut dire qu'on casse un petit peu la boucle de feedback que nous-mêmes on veut impulser et que du coup on peut difficilement s'améliorer. En fait, la route d'Hamming, elle tombe un peu par terre. C'est qu'on construit et en fait, on ne mesure pas et du coup, on n'apprend pas. Et du coup, là, c'est vrai que sur cette réalisation du jeu qu'on a créé tous ensemble, c'était vraiment une force. C'était que des feedbacks, on en avait tout le temps. Et en fait, on a appris très vite. Pourquoi on a appris très vite? Parce qu'on mesurait énormément l'avancement. La troisième chose, c'est l'engagement et la responsabilisation, entre parenthèses, et donc le droit à l'erreur. Je vais m'expliquer. En fait, moi, Stéphane et David, je les ai trouvés super engagés. Et pourquoi ils étaient super engagés? Parce qu'ils ils avaient une responsabilisation. En fait, ils se sentaient un petit peu responsables de la renaissance de ce jeu-là au sens large. Il y a un phénomène que moi, j'ai observé du coup dans plusieurs contextes professionnels, entre guillemets, c'est que la responsabilisation, en fait, il n'y a pas de responsabilisation sans droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, je te mets responsable de ce produit, de ce projet, si t'as pas, mais enfin, on ne peut pas lui dire, tu es responsable, mais tu ne peux pas te planter. Ça, c'est du pipeau. Attention derrière, c'est ce droit à l'erreur-là, si on l'a, ça ne doit pas être un droit à l'erreur où on se dit, par contre, si je me plante, là, le projet s'effondre. Ça, c'est un droit à l'erreur qui est pas sécurisé. Donc, je mettrais même entre parenthèses, c'est le droit à l'erreur sécurisé qu'on cherche à pousser et à avoir. Et comment on fait ça, très concrètement sur un projet, c'est qu'en fait, on va diminuer les cycles, en fait. On va faire des cycles courts en se disant, bah voilà, tu vas bosser sur un développement, sur un produit, sur une toute petite partie, une partie tellement petite que si tu te plantes, c'est pas grave. Ça, c'est le vrai droit à l'erreur, en fait. Et du coup, c'est comme ça aussi qu'on génère de l'engagement. Donc ça, c'est vraiment des choses que moi, je peux observer. Et ça a fait écho, du coup, à la toute première conf d'Avril Agile qu'on avait fait, c'est que la responsabilité, l'engagement, en fait, on le retrouve opérationnellement en bas, mais en fait, il doit être aussi impulsé vers le haut. Donc là, bien sûr, sur un projet à 3 ou 4 personnes, comme moi, je l'ai vécu, il n'y a pas de management, mais en tout cas, on voit que s'il y a de la responsabilisation et du droit à l'erreur, on avance beaucoup plus sereinement. Donc, bien sûr, ça aussi, ça va sans se dire. L'esprit one team, entre guillemets, et la motivation, même si ça fait un peu has-been de dire one team, moi, je suis vraiment convaincu que ça peut avoir un vrai intérêt. Et la motivation, parce que déjà, c'est un principe agile, mais qui est vraiment insufflé par toutes les valeurs qu'on a vues juste avant. Ma conclusion, en fait, elle est simple. Et c'est presque la même que la première conférence qu'on a fait avec Marc, c'est arrêter de faire de l'agile pour faire de l'agile. En fait, c'est pas en appliquant Scrum tout bêtement, en mettant des post-it au mur, en faisant des backlog refinement, en faisant des US, en écrivant des trucs en tant que je veux afin d'eux, que vous allez réussir à faire de l'agile. En fait, soyez agile. Pensez aux 4 valeurs que je vous ai remis dans le slide juste après. Et en fait, j'ai même gardé le titre qu'avait mis Marc, c'est en fait ça vraiment dans les vieux pots qu'on fait les bonnes confitures. L'agilité, ça passe par ça en fait. C'est pas faire des post-it, c'est pas faire des réunions interminables où on comprend pas l'intérêt. Moi, Stéphane et David, là pour le coup, ils savent pas ce que c'est une démo, ils savent pas ce que c'est une rétro, ils savent pas ce que c'est une US. Et pourtant, je considère vraiment que ce qu'on a monté là, c'est du vrai agile en fait, parce qu'on a vraiment respecté ce manifeste-là. Les individus et les interactions, on les a utilisés largement plus que les processus et les outils. Moi, j'avais juste un Kanban sur une feuille sur mon bureau et c'est tout. Un logiciel opérationnel plus qu'une doc exhaustive. Bah, c'est simple, la doc, on n'en avait pas. Mais par contre, on a su livrer un jeu qui fonctionnait, hormis les 2 petits bugs à droite à gauche, mais un jeu qui fonctionnait et qui était intuitif. Collaboration avec le client plus que de la négo contractuelle. Bon, la négo contractuelle, je le mets vraiment de côté parce que nous, on n'en avait pas. Mais il y avait une vraie collaboration avec le client. On a impliqué nos joueurs le plus tôt possible dans le processus. Et adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On savait où on voulait aller. D'accord ? On savait que le jeu final, d'ailleurs, qui n'est toujours pas fini, hein, il y a plein de choses qui ne sont pas encore codées et qu'on aimerait bien mettre en place et qui sont demandées par les joueurs.
Mais en fait, par contre, on s'adapte au changement. Je vais prendre un exemple tout bête. Il y a une règle qu'on avait mis en place sur la saison 1 qui n'a pas trop plu aux joueurs. On l'a fait évoluer assez rapidement dans la saison 2, justement, pour répondre à leurs besoins. Ma conclusion, c'est ça, c'est arrêtons de faire de l'agile, soyons agiles, et les quelques choses que je vous ai montré avant, les esprits One Team, la motivation, la responsabilisation, le droit à l'erreur, ça va venir tout seul si on respecte ça un maximum. Je vous remercie à tous. Il nous reste un peu de temps pour les questions. J'espère que mes images animées vous ont fait rigoler tout le long de la presse. Et je serais ravi du coup de répondre à vos questions si vous en avez. Moi, j'ai bien aimé, forcément. J'irais même plus loin. Arrêtons de faire du Scrum, soyons agiles. Mais c'est histoire de relancer le débat sur faut-il faire absolument du Scrum pour être agile. Ok, et ben allons-y pour les questions-réponses. Je vais les prendre par ordre de vote, comme ça, je vous invite à voter sur les questions. La première question, comment tu fais vivre la communauté? Vous avez des réunions, des events, ce genre de choses? Alors, la communauté, en fait, elle vit au travers d'un simple Discord. Donc, c'est un outil vraiment tout simple. Tout le monde s'inscrit dessus. Et d'ailleurs, dans le process d'inscription du jeu, les gens sont invités à venir dessus parce que c'est là que la communauté vit. Et en fait, tout simplement, on a un espace dédié aux idées. En fait, on a une énorme boîte à idées. Donc, moi, je fais le tri au fur et à mesure parce que, comme je le disais, il y a des idées vraiment farfelues. Mais c'est vraiment là qu'on centralise. Du coup, les membres qui veulent s'impliquer peuvent s'impliquer à cet endroit-là. Et effectivement, après, on a des pseudo-bêta-tests, etc., qui se mettent assez naturellement en place avec les membres qui sont demandeurs. Ok, donc vous utilisez Discord, donc vous êtes des gros hackers et vous cassez les firewalls qu'il y a dans OpenOffice, c'est ça? J'irai pas jusque-là, mais... Ok. Alors, il y a plein de questions que je vais garder pour la fin. Dans la même veine, comment tu fais pour rester motivé? En fait, la motivation, je l'ai parce qu'il y a énormément de feedback tout le temps. C'est-à-dire que, en fait, là, la communauté, même moi, j'ai un peu perdu le fil au début. Là, il y a plus de 100 personnes en fait qui jouent, qui se connectent quotidiennement au jeu, en l'occurrence. En fait, ma motivation, elle est là. C'est que cette communauté-là, elle a connu un jeu pendant à peu près une dizaine d'années, il y a 10 ans déjà. Personne n'a oublié ce jeu et ils reviennent au compte-gouttes. Il y a encore des anciens membres qui reviennent. En fait, ma motivation, elle est là. C'est faire vivre ce jeu-là. C'est juste apporter un peu de nostalgie à ces gens-là. Et moi, ça me permet de progresser et de aussi tester des trucs. Donc, tout le monde est content. Ok. Du coup, tu l'as dit, c'était une communauté de 100 personnes à peu près, c'est ça? Ouais, là, actuellement, on est 125, ouais. 125, ok. Super, ben voilà, comme ça s'est répondu aussi. Il y a tout un ensemble de sujets techniques, mais que je garde un petit peu pour la fin. Votre première livraison, ça a été quoi, du coup, le MVP, appelons un chat un chat Notre MVP, en fait, c'était que le circuit homme déjà. Alors là, désolé, c'est pas hyper féministe ce que je dis, mais en fait, on a vraiment découpé le besoin en choses. Enfin, on s'est dit, c'est quoi le truc, le plus petit truc viable. On s'est dit, déjà, on va faire qu'un circuit. On va pas faire homme, femme, double mix, double femme, double homme, etc. On va faire que les hommes. On avait des catégories de tournois qui étaient quand même assez réduits. Du coup, on n'avait pas tous les vrais tournois qui se passent dans la vraie vie, on avait vraiment pris les plus importants. Au niveau de l'inscription, c'était vraiment très basique. En fait, on pouvait s'inscrire sur le jeu en lui-même, créer son joueur, s'inscrire à des tournois et voir son classement évoluer et entraîner son joueur. C'est vraiment les 4 principales fonctionnalités. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Top. Dans la même série, alors une question que je me dois de poser. On est d'accord que les Alexandres, c'est les meilleurs? Je pense qu'on ne prend pas trop de risques si on dit ça, ouais. Voilà. Hop, je l'ai posé. Alexandre, c'était pour toi. Revenons à un sujet beaucoup plus sérieux. Alors, il y a Louis qui demande si c'est jouissif de faire de l'agile avec des inconnus. Très. Faut pas avoir peur de faire l'agile avec des inconnus. On sent bien que c'est la dernière, là. Allez, on va rester sur les questions farfelues. Désolé, David. Tu vas dépasser Fortnite?
Ah bah, j'espère bien. D'ailleurs, on a un KPI juste pour ça, avec Fortnite en haut, et on essaie de les dépasser. Non, bien sûr, ça restera une petite communauté parce que c'est un jeu qui plaît pas à tout le monde forcément. C'est vraiment en fait, c'est un jeu stratégique. Donc non, il y a pas l'ambition d'aller titiller les plus gros, non, pas du tout. Non, alors, mais par contre, en parlant d'ambition, ça a un coût malgré tout. Il y a des serveurs, il y a du temps, même si c'est de la passion. Il y a une volonté quelque part au moins de rentabiliser, alors pas rentabiliser, mais en tout cas de couvrir les coûts. Un serveur, ça coûte plus rien, on est d'accord. Mais comment vous regardez ça? Vous mettez de votre poche ou la communauté, elle met un petit ticket? Alors, la communauté met un petit ticket. Moi, j'ai pas demandé des fonds, mais en fait, on a fait une espèce de tombola à la fin de la saison 1. Il y a eu énormément d'argent, beaucoup plus d'ailleurs pour couvrir mes frais. Et du coup, pour la petite histoire, on avait fait des mugs avec le logo du jeu que j'ai pu renvoyer aux membres avec le surplus d'argent. Mais effectivement, c'est comme ça qu'on s'alimente en fait. Mais il n'y a pas besoin de grand-chose. Ok, on est d'accord, il n'y a pas besoin de grand-chose. Juste pour rappel, le serveur, l'allocation du serveur dans le cloud, elle vous coûte combien? Voilà, moi, ça me coûte pas grand-chose. Alors, je crois que c'est une offre de lancement, mais je crois que je paye 2 euros, je crois, par mois. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Tu as le temps de voir un petit peu de trafic venir. Oui, c'est ça. Un nom de domaine, on est de l'ordre de 10 euros par an. C'est ça. On est sur des coûts fixes un peu limités quand même. Véronique qui nous demande s'il suffit d'avoir l'esprit agile, alors peut-on abandonner les outils? Ou bien quels sont les avantages des outils? Alors, du coup, juste le petit rappel, c'est que dans le manifeste, on parle de plus que, donc c'est évidemment les interactions et l'humain plus que les outils. Alors là, en fait, ce qui nous a permis d'abandonner les outils, entre guillemets, même si moi, j'avais toujours mon suivi sur mon cahier, mais en mode papier, hein. En fait, si on a une vraie équipe agile, entre guillemets, qui fait du Scrum, etc., là, on va devoir avoir des outils. Par contre, ça veut dire que l'humain est toujours plus important. C'est vraiment ça que je veux dire. Donc, non, on ne peut pas abandonner les outils, selon moi. Mais on peut en fait, il faut bien identifier ce qu'on veut, ce qu'on veut suivre dans les outils. Si on sort un outil qui fait 36 000 KPI, mais en fait qu'on ne les suit pas, ça ne sert à rien. En fait, il faut bien identifier quels outils on a besoin pour faire quoi, en fait. C'est vraiment ça l'idée. Ouais, alors pour rappel, un papier, un stylo, c'est déjà de l'outil. On ne naît pas avec un papier, un stylo, on le devient. Et l'autre élément qui limite la portée des outils et du partage complet des outils, c'est finalement que vous êtes orienté vers délivrer des fonctionnalités. Et si je reprends les principes qu'il y a derrière les 12 valeurs, les 4 valeurs du manifeste, on est bien d'accord que la première unité de mesure du progrès, c'est un logiciel opérationnel. Et là, on est en plein dedans, c'est-à-dire que vos parties prenantes, elles ne vont pas vous demander un cahier des charges avec des règles de gestion détaillées et des SFD. C'est ça fonctionne pas, il y a un bug, il n'y a pas de bug, le calcul est faux. Exactement, c'est ça. Donc la simplicité, l'art de maximiser la quantité de travail à ne pas faire est essentiel. Arrêtons les reportings qui ne servent à rien. Ça me fait plaisir ce que tu dis. Ouais, je sais, mais je savais. On va rester sur toujours des questions. Qu'est-ce que j'ai d'autre en stock? J'ai notre petit Fred qui nous dit objectif clair et ou objectif qui a du sens pour les individus, point d'interrogation. Alors, c'est une question de Fred, hein, donc tu dois faire avec. Ouais, je vais traduire. Mais en fait, l'objectif, on le connaissait tous. C'était juste faire revivre le jeu dans un premier temps. Et en fait, c'est un objectif tellement large qu'on l'a découpé en plein de petites choses. Mais moi, je savais que l'objectif, il était partagé par tous. Et c'est vrai que ça, par rapport à un produit un peu plus complexe qu'on peut trouver sur certaines missions, c'est un vrai avantage. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. L'objectif clair, nous, on le connaissait. Mais il y a des gens en fait qui sont sur des missions qui ne le connaissent pas en fait, parce qu'ils ne connaissent pas leurs produits. Et là, du coup, ça enchaîne plein d'autres questions. C'est encore un autre sujet. Mais il y a peut-être à creuser de ce côté-là aussi. Okay. Si je pose une question un peu rhétorique, le fait que l'objectif ait du sens pour l'équipe
a sans doute fortement aidé, ou alors si je pose la question, vous a-t-il fortement aidé à trouver la motivation et la dynamique collective? Point d'interrogation. Oui, complètement, parce qu'en fait, on s'est tout de suite rendu compte qu'on allait dans la même direction tout de suite. Il n'y en a pas un qui voulait faire un truc totalement à côté de ce que moi je voulais faire, et on s'est retrouvé à 3, puis à 4, parce que c'est vrai qu'il y a un designer qui nous a rejoint par la suite. On s'est retrouvé à 4 dans la même direction, et c'est vrai que c'est nettement plus facile, et il y a des contextes qui sont bien plus difficiles que celui-là. Ok, alors tu as commencé à parler de designer, donc on va peut-être basculer un petit peu sur des sujets techniques. Déjà, j'ai une question d'un certain Cyril qui te demande si tu es bien passé par AWS. Malheureusement, non. Malheureusement, non, mais peut-être pour la saison 3 ou la saison 4, je peux peut-être faire une évol à ce niveau-là. Non, je vais répondre du coup à des questions plus larges. Je les vois passer en même temps. Techniquement, un conseil, n'allez pas voir mon code, parce que le code, il fonctionne. Alors, moi, j'ai appliqué le manifeste agile, j'ai pas appliqué le manifeste Craftman. Et du coup, je vais vraiment le garder secret pour moi, parce que alors, ça fonctionne, ça répond à mon besoin. Je commence à me dire que j'aurais dû pousser un petit peu plus la formation pour me sortir de petits bugs que je rencontre. Donc, tu es en train de me dire qu'il n'y a pas d'ATDD, il n'y a pas de dépôt Git, il n'y a pas de chaîne d'intégration. Ah, si. Alors, et quand même, attends. Quand même, un petit peu quand même, hein, le minimum quand même. Non, mais effectivement, moi, je le faisais vraiment pour moi perso au début, et c'est vrai que il y a tout un tas de problématiques que j'ai pas gérées dès le début. Et puis, d'ailleurs, j'en avais parlé un petit peu à David à une période, et aussi à Jean-Baptiste Vigneron. Mais effectivement, moi, je l'ai fait pour moi. En fait, j'ai réussi à simuler mon match en faisant du code un peu crade. J'ai continué. Après, le vrai sujet que je voulais vous transmettre n'est bien évidemment pas là. Je suis pas du tout expert technique. Mais ce que j'ai fait, ça fonctionne. Donc, pour l'instant, ça répond, et puis on adaptera en fonction. Ce qui est intéressant, ce que tu dis, moi je vais faire un peu de rebouclage avec les deux grands pans qu'on a côté Agile chez Daveo, c'est-à-dire Agile et Product. En fait, tu es totalement dans la partie startup, c'est-à-dire vous avez essayé de démarrer rapidement. Le code est crade, maintenant il est opérationnel, il n'est pas si crade que ça. Te connaissant un petit peu, oui, il ne doit pas être dans les canons, les règles de dollar à 100%, mais il doit quand même y avoir... Il va quand même y avoir 2-3 trucs intéressants, et au moins il reste maintenable. Mais c'est pas important la beauté du code au démarrage. Ce qui est important, c'est d'éprouver les hypothèses, et c'est ce que vous avez fait. Et après, longue vie à ce projet. Et vous pourrez justement réfléchir à partir de maintenant, on a une levée de fonds, et donc on peut refondre une partie du code pour qu'il soit effectivement plus évoluable et passer à l'échelle. Donc startup, scale-up. Ok. Exactement. On reste sur les autres, toujours sur les questions un petit peu techniques. Donc, tu as à moitié répondu, mais il y a David qui te demande comment ça s'est passé sur la partie graphique, qui s'en est chargé, comment vous avez fait évoluer le design du jeu. Alors, qui s'en est chargé? Moi, comment ça s'est passé? J'ai galéré. J'ai galéré. Ça a été dur parce que c'est pas mon métier. Et puis, c'est vrai que en plus, sur la partie graphique, je prenais moins de plaisir sur cette partie-là. Bon, j'ai quand même fait quelque chose de plus ou moins joli. D'ailleurs, je ne peux que vous encourager à aller voir. Effectivement, il n'y a que moi qui a fait cette partie graphique-là. Après, quand je parlais de designer, c'était vraiment plus... Alors, c'est plus un photoshopper qu'un designer, du coup, qui nous fait des avatars de joueurs, etc., qui permettent d'ajouter un petit peu de fun aussi au jeu. Mais oui, du coup, j'ai galéré sur la partie technique, ouais. Complètement. Tu as galéré sur les parties techniques, on entend. Dans les autres questions un peu liées, pourquoi tu as choisi de t'orienter vers React TypeScript? Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je voulais me former sur un langage. Je suis vraiment allé voir, alors je crois que c'était Olivier à l'époque, je crois, désolé si je me trompe, mais qui m'avait dit, pars sur ça. Et puis j'avais demandé aussi à Jean-Baptiste, du coup, plus le côté tech. Et ils m'ont dit, pars sur ça. S'il y a un langage que tu retrouves un petit peu partout, grosso modo, c'est celui-là. C'est en apprenant celui-là que tu vas le plus progresser et couvrir le plus large panel de besoins. Du coup, je suis vraiment parti là-dessus. Je ne me suis pas trop posé de questions techniques, etc. Et j'ai commencé à créer mon petit écran avec mon match, et puis c'était parti, quoi. Ouais, alors tu as la particularité quand même d'évoluer dans un univers
technique, technophile, donc en fait, tu n'as pas découvert à 100% le développement, mais tu évalues à combien la charge juste de première montée en compétence, c'est-à-dire, ok, là, je peux déjà avoir du code qui fonctionne, juste ton Hello World, par exemple. Mon Hello World, je l'ai fait en 1 ou 2 jours, grosso modo. Après, je me suis considéré opérationnel et c'est vraiment au bout d'une dizaine de jours, 15 jours, où là, je me suis dit, OK, là, j'ai vu des trucs dans tous mes tutos, etc., qui me permettraient peut-être de commencer le projet. C'est vraiment parti comme ça. C'est vraiment, en fait, j'ai appris et puis c'était parti après, quoi. Mais Ok, alors sur les tutos, je vais faire un petit peu de pub gratuite. Il y a les tutos de GraphiCart qui couvrent pas mal de techno et qui couvrent en full stack. Ils sont gratuits et vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez, financer un petit peu la plateforme. C'est vraiment super bien fait. Il y a un vrai boulot derrière et ça permet à n'importe qui de se lancer dans le développement en français. Donc je fais toujours sa pub parce que là je suis sur les promises en JavaScript avec lui. J'ai toujours pas compris la vidéo, mais c'est juste parce que j'ai mes capacités intellectuelles qui sont limitées sur le sujet. Mais ça c'est un autre débat. Même chose, toujours sur la compétence et l'expertise. Au démarrage, tu les avais pas. Est-ce que tu penses que ça a pénalisé d'une manière ou d'une autre le projet? Là, j'essaie de poser une question qui peut avoir un intérêt, c'est-à-dire si tu as une techno inconnue et que tu as une équipe qui est performante, est-ce que tu peux réussir à en sortir quelque chose de bien ou alors est-ce qu'il te faut absolument une expertise poussée dès le démarrage? Alors moi pénalisé non parce que j'avais pas de fort enjeu, mais même dans la fin, ça arrive tout le temps en fait des gens qui doivent manipuler des technos inconnus. Moi ça m'a encore arrivé la semaine dernière dans mon équipe. En fait les gens se forment, il faut prendre en compte ce temps de formation, d'investissement de temps qui permettront de mener à bien les projets par la suite. Du coup c'est une pénalité si tu le vis mal en fait, mais si tu le vis bien, tu adaptes ton temps, tu adaptes ton besoin, tu adaptes ton périmètre et puis ça marche. Ouais, ça fait le lien avec la conférence de la semaine dernière sur l'entraînement de l'équipe performante. L'entraînement, ça fait partie de nos vies. Et rester performant, ça veut dire s'intéresser à des sujets qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas besoin, mais demain, on en aura besoin de jour au lendemain. Style le RPA, qui est la conférence d'il y a 15 jours. Je refais l'intégralité du programme, passage. Tout est disponible en replay si vous voulez, comme l'a dit Géraldine sur le site d'Aveo. Ok, dans les autres questions, alors il y a une question quand même qui est importante. Est-ce que tu peux nous donner le lien pour le jeu? Parce qu'il y a peut-être des fans de tennis aujourd'hui qui ont envie de se lancer dessus. Du coup, c'est tennis-web-manager.fr. J'ai bossé un peu le référencement. Normalement, sur Google, il tombe en premier. Ah, tu as bossé le référencement. Si on avait un peu plus de temps, on pourrait même en parler. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, Claire, tu utilises ton moteur de recherche préféré et normalement, tu vas trouver tennis-web-manager.fr. Fred, tiens, des questions de Fred, forcément. Est-ce que vous avez célébré avec la communauté? Alors ouais, en fait, on s'est retrouvé une fois en virtuel sur le Discord. C'était n'importe quoi. On était trop, on était 40. Mais là, effectivement, prochainement, enfin alors quand la situation le permettra. Mais ouais, le but c'est de se voir une fois en vrai parce que en fait, il y a une vraie communauté. On se rend pas bien compte de ce qu'elle représente en vrai. Et il y a beaucoup de nordistes, donc on se dit un jour, on se retrouvera tous. Mais bon, pour l'instant, jouons virtuellement. Ouais, c'est encore, on est encore parti pour jouer virtuel. Ouais, complètement. Allez, quelques jours. On va se dire quelques jours maintenant. Et pour le moment, une petite dernière question de David. Comment tu aurais fait si tu n'avais pas du tout la communauté au départ? Comment tu aurais cherché à la construire? Alors déjà, du coup, je fais rebond à une autre question. Je pense que j'aurais perdu la motivation déjà, parce que j'aurais bossé que pour moi et puis c'est moins cool. Comment je l'aurais construit? Alors, en fait, ça, c'était une possibilité au début, parce que quand j'étais tout seul, je me suis dit, mais comment je vais retrouver des gens qui soient intéressés par ce type de jeu-là? C'est vrai que c'est pas forcément le type de jeu auquel tout le monde joue. Et j'avais commencé à regarder un peu sur de la pub ciblée, des choses comme ça, de Facebook Ads, etc. Bon, au final, bien heureusement, j'ai pas dû le faire. La communauté a grandi sans que je fasse trop d'efforts, et puis bien heureusement pour moi. Mais en fait, ce que tu dis, David, ça arrive sur des vrais projets, c'est que
Des fois, tu as des équipes, ils vont en démo et en fait, ils n'ont pas de sponsor. En fait, ils peuvent pas montrer leur produit à quelqu'un parce que tout le monde s'en fout. Et c'est triste à dire, mais ça arrive. Et là, du coup, ça pose plein de questions. Est-ce que le produit est viable? Si ça intéresse personne, est-ce qu'on pourrait s'en passer? Des choses comme ça. Donc moi, ce que j'ai pas vécu, je l'ai vécu dans dans des situations pro, et c'est pas toujours agréable. Ça nous force à poser des questions pas forcément super agréables sur notre produit en tout cas. Ok. Eh ben écoute, c'est la fin. Merci, voilà. Merci monsieur Bienvenu pour cette magnifique intervention. Donc on en a profité pendant les 9 conférences pour vous démontrer un petit peu l'agilité, un état d'esprit plus que Scrum et le Scrum Guide. Bien sûr, Scrum, c'est un bon début, mais un Kanban, ça marche bien. En tout cas, avoir l'état d'esprit est sans doute 100 fois plus important qu'avoir le processus agile. Et puis, on a touché du doigt sur plein de conférences le sujet du produit. Tu viens de le dire, un produit qui n'a pas de public, en fait, il ne sert à rien. Donc, éprouver les hypothèses, éprouver réellement les hypothèses, être capable de switcher si l'hypothèse est fausse, et puis derrière, avancer vers un produit qui touche sa cible et si on est dans le monde de l'entreprise, qui permet de générer du revenu tout en permettant d'atteindre la raison d'être de l'entreprise. Un grand merci Alexandre pour avoir fait cette séance de clôture. Merci de m'avoir accompagné sur l'ouverture. Avec plaisir. Géraldine, à nouveau, merci Cyril et Mathieu. Et Géraldine, je te laisse la main pour le teaser. Voilà. Nathan, ça c'est... Allez, c'était pour la petite blague. Quand même. Oui, merci beaucoup Alexandre. Comme quoi, heureusement, la crise sanitaire aura aussi fait vivre et créer de beaux projets. Et en plus, c'était une belle boucle, je pense, parce qu'on avait commencé dans l'ouverture avec Marc, notamment sur le fait que l'agilité, c'était aussi avant tout un état d'esprit, et tu as remis ça en avant à plusieurs reprises. Donc, la boucle est effectivement bouclée pour cette édition 2021. Marc, merci beaucoup, maître loyal pour maître loyal de l'agilité. Merci à tous ceux qui ont collaboré, que ce soit en interne ou en externe, pardon, à avoir permis de faire vivre ces webinars. Pour info, on a eu quand même à peu près 400 participants sur nos 9 sessions. Et ça, c'est faisable grâce à vous qui nous suivez, notamment sur nos réseaux sociaux. Et je vous invite d'ici une semaine, et vous pouvez y aller avant, mais vous n'aurez pas cette info-là, pour découvrir d'ici une semaine, 10 jours, notre prochain événement qui se rapprochera plus de notre thématique et de nos offres dans les nuages. Voilà, on est en train de vous créer un nouveau concept qui devrait vous plaire pour voilà, le printemps juste avant l'été. Donc voilà, suivez notre page, notamment LinkedIn, vous en saurez plus. Merci Alexandre, merci Marc, merci à Cyril, à Mathieu, à tous les collabs, la communauté agile. On vous embrasse tous, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao. Ciao. Merci, au revoir.